à Michel Bouménitchek pour m'avoir convié avec tant de bienveillance à intervenir dans ce colloque. Alors, inattendue et pourtant fidèle à sa vocation, l'École des Chartes, dans son inclinaison, a déployé l'excellence de ses méthodes et son goût pour l'érudition dans le domaine des cultures de l'oralité. Est-ce une proposition paradoxale, sinon farfelue? L'inscription même de cette communication au programme du colloque suggère qu'il a été jugé à propos d'être moins expéditif. Pourtant, les apparences ne sont pas très engageantes. Un seul chartiste figure en effet au panthéon des grands ancêtres ou des pères fondateurs de l'anthropologie culturelle, tels que l'édifie Bérose, l'encyclopédie internationale en ligne des histoires de l'anthropologie, qui comporte une galerie des ethnographes et anthropologues. Cet unicum, c'est Gaston Paris, ce qui nous ramène à la proto-histoire de l'anthropologie. Pourtant, dans sa déclinaison ministérielle, je parle du ministère de la Culture, l'ethnologie de la France a été administrée durant plus de 30 ans via la mission du patrimoine ethnologique par une belle succession d'archivistes paléographes. Mais entre Gaston Paris et Yves Renaudin, le premier de ces administrateurs du patrimoine ethnologique, pas de livre de référence signé par un chartiste et toujours pas aujourd'hui d'enseignants-chercheurs formés rue de la Sorbonne ou rue de Richelieu parmi ceux qui sont en poste dans les départements ou les UFR d'anthropologie ou d'ethnologie. Même constat de carence dans les comités de rédaction des trois principales revues françaises de la discipline, L'Homme, Ethnologie française ou Terrain. Difficile dans ces conditions de soutenir que les archivistes paléographes ont été, dans leur généralité, des ethnographes qui s'ignorent ou a fortiori des ethnologues du premier rang. Et pourtant, la corde est bien présente, tendue presque depuis l'origine sur l'arc musical de la confrérie. Quelques-uns de ceux qui ont été formés pour devenir des professionnels des écritures et des écrits du passé ont donc cultivé parallèlement ou corrélativement un intérêt parfois très vif pour les traditions orales, pour les cultures de l'oralité qui sont ou ont été développées et transmises dans les milieux sociaux entretenant des rapports distants, parcimonieux, voire inexistants avec la raison graphique, en résumé les classes populaires. Alors, goût du paradoxe, cultivé par des non-conformistes, ou mise en œuvre raisonnée d'une logique de complémentarité, la réponse passe bien sûr par l'établissement des faits et par la tentative de les expliquer. Et c'est l'ambition modeste de mon propos qui s'agencera comme une chronique sur le temps long, en gros des années 40 du siècle 19e, et que je découpe en 3 séquences. Un court 19e siècle folkloriste que je fais donc en gros partir de la fin des années 1830 et de la parution du Parzeisbeist. Théodore Hersat de la Ville-Marquée n'était pas archiviste paléographe, mais il a suivi des cours en auditeur libre de l'école et qui s'arrêterait en gros au début de la Première Guerre mondiale. Les confrères, surtout les archivistes parmi eux, ce qui restera une constante, sont les partenaires occasionnels des folkloristes. On peut dire que ce réseau en construction, puis en expansion, s'est bien mobilisé pour la cause d'un peuple qui chante et qui narre. Deuxième séquence, de 1930 en gros à 1960, plutôt muséographique, où la capacité d'attraction et de séduction de Georges-Henri Rivière, le fondateur du Musée national des arts et traditions populaires, s'exerce puissamment chez quelques confrères dont l'admiration des archives ou une carrière universitaire ne suffit pas à capter toute l'énergie et la volonté d'entreprendre. Enfin, à partir du milieu des années 60, viendrait le règne ou le rêve de l'anthropologie historique qui a suscité plus d'une conversion chartiste à la cause de l'ethnologie de la France, laquelle accompagne un retour au monde de toute une profession qui me semble alors mieux consentir à vivre avec son temps, à s'inscrire dans le contemporain, à s'intéresser à ses contemporains. Dans le temps imparti, mon propos sera plutôt un survol qui fondera plus d'une fois sur quelques belles figures chartistes, plus ou moins attendues ou inattendues dans ces contrées. Il s'agit en quelque sorte d'une mise en exergue parce que ces figures sont allées au-delà d'un intérêt spéculatif pour ce qu'on appelle aujourd'hui le patrimoine culturel immatériel, les contes, les chants et musiques de traditions orales, les usages et pratiques sociales, et ont adapté une démarche au minimum ethnographique.
Commençons donc avec la première séquence, et je reviens à ce que disait Michel Pastoureau tout récemment lors de la conférence en Sorbonne animée par Emmanuel Laurentin le 29 avril dernier. À la minute 53, soyons précis, il a assuré que les archivistes départementaux ont été, au XIXe siècle, les pionniers des études folkloriques. Avec toute l'admiration que je lui voue et toute la révérence que je lui dois, je crains que la proposition ne soit quelque peu aventurée. D'abord parce que le monopole chartiste dans les départements sur la fonction d'archiviste en chef a eu besoin de tout le XIXe siècle pour s'imposer. Donc beaucoup de ces archivistes en chef, à l'apogée du folklorisme, n'étaient pas archivistes paléographes. Ensuite, parce que ça n'est pas vraiment corroboré par ce que révèlent les listes nominatives sur lesquelles on peut s'appuyer et qui sont liées à l'entreprise du recueil général des poésies populaires de la France, autrement dit la grande enquête Fortoul-Ampère, entreprise en 1852 et poursuivie jusqu'aux premières années de la Troisième République, qui est la seule source qui permette de prendre une mesure chiffrée du phénomène, pour autant que phénomène il y ait eu. En fait, il y a deux listes. D'une part, l'arrêté donnant la composition de la section de philologie du comité de la langue, de l'histoire et des arts de la France, qui était en quelque sorte le comité de pilotage de l'enquête. Il y a bien un chartiste, mais il est bien seul. Et c'était alors, au moment de la constitution de cette section, un modeste répétiteur à l'école. Il a fait après une belle carrière. C'est François Guessard, 1814-1882, promotion 1839, futur prof de philologie romane et membre de l'Académie des inscriptions, loué par son nécrologue pour le, je cite, grand discernement qu'il montra au comité dans le choix des morceaux qui avaient réellement ce caractère populaire. La deuxième liste est celle des correspondants, c'est-à-dire des opérateurs en région. Cette liste comprend 200 noms, et sur ces 200 noms, 8 sont portés par des archivistes paléographes. Pour 7 d'entre eux, l'engagement folkloriste est improbable. Les nécrologies parues dans la Bec n'en soufflent le mot, ce qui n'est pas vraiment une preuve parce que cette abstention a duré très longtemps, mais leur bibliographie ne le suggère pas davantage. Le seul probant, ou du moins le seul contributeur avéré à l'enquête Fortoul, c'est Louis Rosenzweig, 1830-1884, promo 1855. Et encore faut-il aller chercher la preuve de ce fait, non pas dans sa bibliographie, mais dans les archives du comité qui sont conservées aux Archives nationales dans la sous-série F17. Il y figure 3 lettres témoignant de 6 envois entre 1856, un an après sa prise de poste à Vannes, et 1870. 3 lettres seulement, mais quand même 76 chansons avec musique notée. Et des commentaires émanant d'un observateur qui est presque d'un connaisseur sur le lien entre le chant et la danse, sur les modes d'interprétation, sur l'invention et l'improvisation chansonnière, sur les différences stylistiques entre les chansons en breton et celles en gallo, et on a même une belle description de la dérobée, qui est une danse traditionnelle bretonne. Passons du Second Empire à la Troisième République, pas de sensible évolution. On trouve d'autres listes de folkloristes, par exemple celle publiée en 1882 dans l'Almanach des traditions populaires. Elle est encore plus décevante que celle que je viens d'évoquer, puisque un seul nom figure. Alors décevant, soyons sérieux, c'est une glorieuse exception, puisque il s'agit de Gaston Paris. Il est plus jeune que les 8 précédents que j'ai rapidement évoqués. C'est, vous le savez mieux que moi, à la fois un homme d'institution et un homme de revue. Et parmi les revues où il a publié, des articles concernant les études folkloriques, il y a bien sûr Romagna, mais surtout Mélusine et la Revue des traditions populaires, organe de la société éponyme. Il est intéressant de noter que Maurice Croiset, qui lui consacre une nécrologie de 34 pages dans la Bec, cite la revue critique et Romagna, mais fait l'impasse sur les secondes. Paris était aussi un homme de cénacle et d'espace de sociabilité moins comme il faut. Il a participé au premier dîner de Mamerlois, qui rassemblait la fine fleur des folkloristes français, Paul Sébillot, Henri Guédose, Roland, Carnoy. Il a soutenu Mistral et le Félibrige. Il a publié 103 articles ou comptes rendus comme celui-ci, cette étude donc des chants populaires piémontais. Il a, d'après le décompte établi par Claudine Gauthier, publié quand même 103 articles ou comptes rendus, ce qui n'est pas tout à fait rien. Et puis, avec Roland, il a mené des recherches sur le folklore obscène ou scatologique,
qui est très, très présent effectivement dans les traditions orales, et même si présent qu'elles ont été invoquées par le rapporteur général du comité de la langue pour justifier la non-publication des résultats de l'enquête Fortout-Lampert. Paris, en réalité, n'était pas tout à fait tout seul. On repère, à la belle époque, à l'articulation des 19e et 20e siècles, deux archivistes en chef qui ont été des discrets compagnons de route des folkloristes, un peu par affinité, beaucoup par opportunité. Et ils étaient en poste, ce qui n'est pas tout à fait indifférent, dans deux départements du centre de la France, proches culturellement, sinon géographiquement mitoyens. Le premier, c'est Eugène Hubert, archiviste de l'Indre, au pays de George Sand, et qui répond à une sollicitation du musée pédagogique qui fait une enquête sur les costumes régionaux par cette photo. Alors malheureusement, c'est un tirage en assez mauvais état. Je ne sais pas si vous réussissez à discerner grand-chose, mais c'est une photo, quand on voit d'un peu plus près, c'est une magnifique photo. Et puis, l'autre département, l'autre archiviste en chef, c'est Paul Destray, l'archiviste en chef de la Nièvre, promo 1907, sans doute le premier chartiste qui est milité à la SFIO, et qui, en 1922, donc juste après la guerre, la Première Guerre, reçoit, sans l'avoir sollicité, le dépôt des cahiers d'enquête d'Achille Millien, que vous voyez sur cette photo à gauche. Achille Millien, un poète qui, pendant une dizaine d'années, à la fin du XIXe siècle, a recueilli dans le Nivernais des foules de contes et de chants. C'est la collecte la plus fournie. Je vous ai mis à côté une photo de Félix Arnaudin, l'ethnographe de la Grande Lande, parce que les archives d'Arnaudin ont elles aussi fini, mais bien plus tard, par rejoindre les archives des Landes grâce au parc naturel régional des Landes de Gascogne. Sautons à pieds joints dans la deuxième séquence, après 2 décennies pour rien, en gros du début de la Première Guerre mondiale jusqu'au début des années 30, le réveil ou le dégel de la cause folklorique étant beaucoup le fait de Georges-Henri Rivière et ayant reçu une impulsion forte durant les gouvernements du Front populaire. Alors, Rivière est un architecte qui croit en la force des réseaux et qui sait les construire. Il mène de front 2 entreprises qui ciblent la France régionaliste. La première consiste à tenter de mailler le territoire avec un réseau de musées régionaux d'art et tradition populaire. Et la seconde entreprise, c'est la constitution d'un réseau d'hommes via une société savante qui préexistait, la Société de folklore français, mais dont il prend très vite le contrôle pour en faire l'association relais de son musée. Il obtient ainsi la désignation dans chaque département d'1 à 3 délégués régionaux, dont je vous montre ici le début de la liste que ça a permis d'établir. La liste date a priori de l'automne 1942, et parmi les 111 noms de personnes physiques qu'elle aligne, on trouve 14 archivistes paléographes, pour la plupart archivistes en chef de département, plus, et c'est le cas d'ailleurs sur cette page que la diapo affiche, un usurpateur, parce que ce monsieur Artaud n'était en rien archiviste en chef du département des Hautes-Alpes. C'était en revanche certainement le cas de Marcel Baudot dans l'Eure, de Maurice Béguin dans les Deux-Sèvres, de Pierre Breillat dans le Tarn, de Lucien Broche dans l'Aisne, de Maurice Caillé dans la Drôme, de Marcel Delafosse en Charente-Maritime, de Marie-Joseph Le Cacheux, la seule femme, en Seine-Inférieure, de Jean Hubert, le fils d'Eugène, en Seine-et-Marne, de Pierre Thomas Lacroix dans le Morbihan, donc lointain successeur de Rosenweg, et de Jean Vaquet dans l'Aube. Mais il est douteux que ces désignations se soient faites in situ personae, car ils n'ont pas brillé par des études folkloriques ou ethnographiques. C'est en revanche plus pertinent pour Henri Forestier, archiviste en chef de Lyon, qui avait effectivement publié en 1940 un livre sur les traditions populaires de son département, qui incluait des chansons recueillies par la poétesse Marie-Noël. Il faut en fait se resserrer sur un trio de motivés. Alors, trio politiquement écartelé entre un maréchaliste déclaré, Fernand Benoît, et un militant communiste, Michel Deboire, mais soudé, et le troisième homme, Pierre Marot, ne fait pas exception, par l'ambition muséale. Toutefois, ils n'en sont pas exactement au même stade en 1942. À cette date, Pierre Marot et Fernand Benoît sont déjà en charge d'institutions, le musée Lorrain pour le premier, le musée Art latin pour le second, alors que le musée de Normandie est à peine une idée
qui doit attendre la fin de la guerre et le retour de déportation de son promoteur pour prendre forme en 1946. Ce qui, néanmoins, relie ces trois hommes, c'est le souci de donner à voir et à comprendre la civilisation matérielle, qu'elle prenne forme avec l'habitat rural ou avec le vêtement traditionnel. Cette ambition passe aussi, mais là pour le coup, pour le seul Michel Deboire, par l'épreuve du terrain, où il recueille aussi bien de l'outillage agricole que des champs, comme en témoigne son journal de route, journal resté longtemps manuscrit et que le musée de Normandie a eu l'excellente idée d'éditer voici quelques années. Ce primat du matériel explique aussi le constant va-et-vient, voire la valse hésitation de l'ethnographie à l'archéologie, et finalement pour Benoît comme pour Deboire, le choix de celle-ci au détriment de celle-là. Cela signifie au fond que le présent ethnographié est appréhendé comme le fossile présumé, le relief, l'épave d'un passé inatteignable par les sources écrites. Et on songe aux formules de Michel de Certeau sur la beauté du mort ou de Daniel Fabre sur le paradigme du dernier. Rien ou peu à voir donc avec une anthropologie du contemporain qui suppose de créditer les groupes sociaux de l'aptitude à créer des formes ou à renouveler des pratiques. Pour Benoît, comme pour Deboire, c'est moins net peut-être pour Pierre Marot, l'ethnographie est donc une autre façon d'archéologiser et de pallier le silence ou l'impénétrabilité des sources écrites. Il est intéressant de noter que cette approche n'est pas dépourvue de charges conflictuelles. Rivière le vérifie peu après avoir convaincu Michel Deboire de prendre la présidence de la Société d'ethnographie française lors de sa fondation en 1947, après la dissolution de la Société de folklore français. Il est probable que ce choix, cette proposition, obéissait à des arrière-pensées politiques. Faire appel à un communiste, ancien résistant et déporté n'était pas inopportun, c'était une habile façon d'étouffer le souvenir de l'époque où le folklore avait constitué le projet culturel de Vichy, pour reprendre le titre du livre de Christian Faure. Mais si pour Michel Deboire, l'ethnographie n'est rien de plus qu'une nouvelle science auxiliaire de l'histoire, un homme de la garde rapprochée de Rivière appréhende tout autrement la dialectique entre les deux disciplines. Lui est convaincu que l'ethnographie doit renforcer son autonomie, voire affirmer son indépendance à l'égard de l'histoire. Cet homme, c'est Marcel Maget, qui est à la fois le secrétaire général de la Société d'ethnographie française et le directeur du laboratoire d'ethnographie française, la structure de recherche intégrée au Musée des Arts et Traditions Populaires. En clair, c'est le bras droit de Rivière qui ne souhaite en aucun cas se priver de sa collaboration. Après un affrontement public au Congrès international d'ethnographie réuni à Stockholm en 1951, Michel Deboire tire lucidement, non moins qu'élégamment, les conclusions du dilemme où il ne saurait enfermer le conservateur en chef du Musée des Arts et Traditions Populaires. Il remet donc à la disposition du conseil d'administration de la société le poste de président. Quelques années passent et en 1958, de nouveau, c'est à un chartiste que Georges-Henri Rivière propose de prendre la présidence de la Société d'ethnographie française. Il s'agit cette fois de Pierre Marot, devenu directeur quelques années auparavant de l'école des Chartes, mais toujours conservateur du musée Lorrain. Marot sera un président quasi inoxydable de la Société d'ethnographie française jusqu'en 1973, date de sa transformation en Société d'ethnologie française. Dans cette seconde séquence, l'attraction de Georges-Henri Rivière est puissante mais pas hégémonique. Il laisse du champ à deux figures libres, non conformistes en diable, au reste pas du tout de la même génération, mais qui sont les premiers chartistes à négocier dans les mêmes années, celles des années 50, un vrai virage anthropologique. La première de ces figures a été mon glorieux prédécesseur aux archives de la Seine. Il s'agit de François Devault-Faultier, 1893-1988, promotion 1917. Il est encore aujourd'hui connu comme l'historien des Tziganes et de fait, il a publié sur ce sujet plusieurs livres et une foule d'articles. Mais il a été beaucoup plus que cela. Ça a été un ethnographe de fait, en immersion dans la condition nomade, voulant, je le cite, voir les Tziganes, vivre à côté d'eux, chercher toutes les occasions de les fréquenter, en France comme en Europe centrale et dans les pays balkaniques, se mêlant à leur pèlerinage, s'initiant à leur langue, devenant le parrain d'un enfant d'une tribu chaldéraque, ce qui n'était pas, souligne-t-il, un engagement superficiel. Se faisant imperturbablement fidèle à son éblouissement de jeune adulte, quand, archiviste en chef de la Charente-Maritime, il voyait défiler des rouleaux de brinque-ballant sur le chemin du Poitou, de la Saintonge. Je cite ici Marcel Delafosse, qui avait été son successeur et qui a écrit sa nécrologie dans la Bec. Pour autant,
Vaudefoltier n'était pas un enquêteur, il n'a pas collecté de témoignages oraux, il s'est expliqué sur les raisons pour lesquelles il avait écarté cette option. Pour lui, ses amis étant toujours enclins à transformer en légende les informations que d'autres leur avaient données sur leur passé, cela ne servait à rien. On a un peu oublié que M. Deveau avait presque un double en confraternité chartiste et en amitié de cigane, en la personne de François-Joseph Lang, devenu François Lang, né en Roumanie en 1913, mort à Paris en 2005, qui a cofondé et dirigé la revue Études Ciganes, dont son aîné est devenu un fidèle contributeur. Le second électron libre, c'est Henri Polge. 1921-1978, promo 48, dont la vie a été aussi brève que celle de M. Deveau fut longue, et dont toute la carrière s'est déroulée dans le Gers, aux archives départementales, mais pas seulement, puisqu'il a été aussi un infatigable fondateur et directeur de musée, le patron de l'office de tourisme de son département, et bien d'autres choses. Jean-François Lenaille a publié dans la Bec un poignant tombeau de M. Polge, c'est pas son titre, qu'il décrit attaché à faire des archives départementales du Gers un laboratoire de sciences humaines. De fait, Polge s'est démultiplié sur beaucoup de fronts disciplinaires, philologie, toponymie, dialectologie, onomastique, archéologie encore, agronomie, avant de se reconnaître une passion prédominante pour l'ethnologie, qu'il a fini par enseigner à l'université de Toulouse, succédant à René Nelly, le menteur carcassonnais de Daniel Fabre. Pour autant, je ne pense pas que Polge puisse être qualifié d'ethnographe. C'était un grand lecteur de littérature anthropologique, il n'a jamais enquêté sur le terrain, et ce n'était pas davantage un théoricien. J'en arrive, il serait temps, à la troisième séquence qui commence au début des années 70, en large partie portée par l'élan de 68, et à certains égards, cette séquence se poursuit encore aujourd'hui. Plutôt qu'un mouvement, c'est une juxtaposition de courants parallèles, inégalement puissants, en région et à Paris, avec des croisements plus fortuits que recherchés. Par ordre d'apparition, il y aurait d'abord les disciples, proclamés ou implicites, de Polge, qui combinent l'archivistique et l'ethnologie et qu'on trouve surtout dans le sud-ouest occitan. Ce sont, vous n'en serez pas surpris, des archivistes départementaux. Du plus âgé au plus jeune, un trio, à nouveau, qui juxtapose Jean-François Lenaille, aux Pyrénées, Jean Delmas, Aveyron, et François Borde, Dordogne. Au passage, François est l'époux de Malika Boudelal, ethnologue de profession. Le second courant est encore plus groupusculaire. Il est également lié à une région bien typée, les Alpes, rattaché à un pôle muséal et à une revue qui ont compté. Donc, dans le sillage de ce pôle muséal, le musée dauphinois, d'un centre alpin et rhodanien d'ethnologie, le Carré, et d'une revue Le Monde alpin et rhodanien, on trouve deux archivistes paléographes, Robert Chanot et Jacques Berlioz, qui ont entretenu un long compagnonnage entume et posthume avec Charles Joysten, l'ethnographe des animaux fantastiques du folklore alpin. À certains égards, ce deuxième courant est une rénovation folklorique inspirée par et relationnellement liée à deux figures du MNATP de l'époque Rivière, Marie-Louise Tenez, la grande spécialiste du conte populaire, et Jean-Michel Guilcher, le fondateur de l'ethnochoréologie, avec pour intermédiaire, facilitant la prise de contact, Georges Delarue, le fils de Paul, instituteur implanté en Isère et éditeur des chansons et des contes d'Achille Millien, le Nivernais que j'évoquais tout à l'heure. Troisième courant, encore moins fourni que les deux précédents, puisqu'il se résume au parcours et à la production d'un seul archiviste paléographe, Serge Gruzinski. Il est aujourd'hui reconnu comme une sorte de préfigurateur de l'histoire connectée, mais c'est surtout un historien qui a négocié un magnifique virage sociologique et anthropologique. Il n'est pas indifférent de savoir que Chanot et Gruzinski ont fait connaissance en prépa et qu'avec Jean-Michel Salman, ils ont formé, durant leur scolarité à l'école des Chartes, un trio d'inséparables qui allaient chercher ailleurs, notamment au Collège de France, des aliments qu'ils trouvaient intellectuellement plus roboratifs que ceux qui leur étaient servis, 19 rue de la Sorbonne. Le quatrième courant, de loin le plus puissant et le plus fourni, puisqu'il s'écoule toujours, est lié à l'importation en France
de l'histoire orale née dans les États-Unis du New Deal. Il n'y a pas d'histoire orale sans constitution d'archives orales, et dans le réseau des services d'archives publics français, on peut identifier 2 foyers favorisés par 2 partenariats. Le premier foyer est lié à l'histoire politique, au recueil de témoignages de décideurs. Il combine les archives nationales, les services historiques des armées, à l'époque il n'existait pas encore un service unifié, en lien avec la Fondation nationale des sciences politiques, notre consoeur qui a joué dans cette affaire un rôle tout à fait déterminant est Chantal de Tourtier. Et puis, il y a donc le deuxième foyer, le second foyer, qui lui est beaucoup plus axé sur l'histoire sociale, l'ethno-histoire. Et là, le partenariat, ou un peu l'inspirateur, l'accompagnateur en tout cas extrêmement bienveillant et facilitateur, c'est Philippe Joutard, soutien indéfectible de la cause chartiste. Et si lui enseignait à la fois à l'Université de Provence et à l'EHESS, ce développement des archives orales dans le réseau des archives français a très largement dépassé le cadre de la France du Sud-Est. Alors, ces 2 courants ont brièvement convergé dans une publication sur laquelle je passerai assez vite. C'est d'ailleurs une publication un petit peu étrange et la façon dont la couverture est agencée le restitue bien. Je voudrais plutôt évoquer 2 figures intéressantes, enfin plutôt 3, mais c'est pas du tout la même génération, donc j'ai commencé par les 2 premières. 2 archivistes, 2 directrices d'archives départementales, on se féminise enfin un petit peu. La première étant Claire Berche, pionnière de l'histoire immédiate, par nécessité, du fait de son immersion dans les territoires artificiels et au départ dépourvus de mémoire écrite d'un département issu de la réforme de la région parisienne, le Val-de-Marne. Et face à cette situation, Claire Berche a lancé des programmes très importants, très conséquents de collecte d'archives orales. Elisabeth Gauthier-Desvaux a, quant à elle, œuvré dans le département très rural de l'Orne, à l'époque où il servait de terrain d'enquête à une des plus remarquables ethnologues du domaine français, Jeanne Favré-Saada, l'autrice de Les mots, la mort, l'essor, la sorcellerie dans le bocage. Elisabeth s'est beaucoup investie dans l'action pédagogique et culturelle et elle a inventé le concept d'archivobus sur le modèle, bien sûr, des bibliobus des bibliothèques centrales de prêt. Or, cette camionnette n'a pas servi seulement à porter dans les villages des expositions conçues ou des documents conservés à Alençon. C'est aussi le véhicule qui a amené de petites équipes d'intervention proposant aux villageois des stages d'initiation à l'histoire locale, lesquels comportaient le soir des veillées propices au recueil de récits de vie. L'archivobus est resté quasiment un prototype, mais la collecte d'archives orales dans le cadre d'enquêtes ethnographiques, au moins pour la méthode, à caractère autant sociologique qu'historique pour le propos, est devenue et demeure une activité répandue et pour ainsi dire banalisée dans les centres d'archives territoriaux. On observe enfin, depuis le début de ce siècle, que cette activité tire parti de l'expansion des partenariats avec des associations qui ne sont plus systématiquement des sociétés savantes, mais aussi des acteurs sociaux et culturels pratiquant la recherche-action et empruntant aux méthodes ethnographiques de l'observation participante. Cela se vérifie particulièrement du côté des associations de musique et danse traditionnelle qui ont trouvé dans une petite dizaine de centres d'archives départementales au minimum un lieu de conservation sécurisé pour leurs enregistrements et de plus en plus souvent un partenaire pour des actions de valorisation et de restitution aux habitants grâce à l'investissement personnel du confrère ou de la consoeur en poste. Mais il faut encore mentionner l'expérience du RISE, innovante dans l'innovation, sous l'impulsion de son premier directeur, Xavier de la Selle, qui a noué un partenariat durable avec l'Ethnopole CMTRA, Centre de musique traditionnelle en Rhône-Alpes. À noter que notre confrère a depuis quitté Villeurbanne pour Lyon et pris la direction des musées Gadagne, musée de société, musée ethnographique, et qu'il est aujourd'hui vice-président de la Fédération des écomusées. L'inclinaison pour l'oralité continue donc d'aller de pair avec le tropisme muséal, ce qui peut s'interpréter comme la preuve de l'influence persistante de Georges-Henri Rivière. Concluons. La conclusion qui me paraît s'imposer est le constat que l'attraction anthropologique s'est exercée de façon croissante sur les ou sur des archivistes paléographes,
même s'il n'a jamais touché qu'une minorité d'entre nous. Du coup, ne faut-il pas se demander pourquoi 2 ou 3 dizaines de chartistes ont succombé à cette attraction et s'interroger sur les ressorts d'un tropisme aussi persistant et aussi gratifiant que créatif. Il semble bien qu'on trouve le plus souvent une clé de cet engagement dans l'histoire personnelle et familiale. Les entretiens informels que j'ai pu avoir en préparant cette intervention avec les confrères qui me sont les plus proches ont en tout cas consolidé l'hypothèse. Et je crois ne pas me complaire dans l'exhibitionnisme en vous confiant qu'elle se vérifie assez bien aussi dans mon propre cas. Fils d'un couple de chartistes, je mesure ce que je dois aux échanges que j'ai pu avoir avec Marie-Claire Besse, qui avant de travailler avec Robert Mandrou, Jacques Le Goff et Jean-Claude Schmitt, tenant s'il en est de l'anthropologie historique, a participé sur le terrain du pays bigoudin à l'enquête Plausévette. Mais l'empreinte de Pierre Gannot n'est pas moins profonde et n'a pas été moins déterminante, même si sans doute plus souterrainement. Certes pas celle du paléographe ou du diplomatiste, ni celle du secrétaire de la Société de l'École des Chartes, mais bien celle du président du CREPI, le Centre de recherche ethnologique de Paris et de l'Île-de-France. Société savante, éditrice du bulletin folklorique d'Île-de-France, elle a été fondée par un disciple d'Arnold van Gennep, Roger Lecoté, qui fut au crépuscule de sa longue carrière le conservateur et le rénovateur du musée du compagnonnage à Tours. Or, mon père a partagé le bureau de Roger Lecoté durant plus de 10 ans au cabinet des manuscrits, et leur solide amitié est née et s'est renforcée de leur commune appartenance à une petite patrie, la Touraine. Mon propos n'est pas de vous attendrir avec un exercice de piété filiale, mais plutôt de vous amener à considérer que tous les chartistes dont j'ai parlé, et en particulier celles et ceux qui aujourd'hui s'emploient à constituer des archives orales, sont en quête de ce qui, à la fois, est commun à tous les êtres humains, mais appartient aussi en propre de façon exclusive à chacun d'eux, c'est-à-dire la voix, leur voix. De fait, eux, moi, et bien d'autres archivistes paléographes avons concouru et concourons à la préservation du patrimoine vocal de l'humanité, hier dans sa traduction graphique, aujourd'hui aussi dans sa réalité sonore captée par l'enregistrement. De la sorte, nous restons, je crois, attentifs au mythe fondateur que nous a légué Jules Michelet, qui, déambulant le soir dans les travées des archives nationales, dans ces travées désertes, était assailli par les voix des hommes et des femmes s'échappant des feuillets manuscrits où des fractions de leurs existences avaient été consignées. Je vous remercie. Merci pour cette intervention qui, en effet, pose aussi la question des collectes orales qui ont été, comme François Gannot le sait bien, introduites au début du XXe siècle, mais pas par des chartistes, justement, même si ces collectes sont à l'origine de l'actuel département son vidéo multimédia à la Bibliothèque nationale de France, avec des collectes d'ailleurs en Berry, et dans le pays de George Sand, très très tôt. Alors, je vous propose dans le petit quart d'heure qui nous sépare d'une pause, avant d'entreprendre la deuxième partie de cet après-midi, autour d'une table ronde consacrée à l'histoire du livre, je vous propose de poser des questions. Vous ne verrez pas, je l'espère, dans ma manière de répéter vos questions, un psittacisme un petit peu abusif, mais tout simplement, je les répéterai pour pouvoir faire en sorte que le public en ligne les entende, puisqu'on ne peut pas faire circuler de micro, et par conséquent, je les répéterai pour que les questions soient explicites pour le public en ligne. Alors, il va de soi, par ailleurs, puisque nous avons aussi des auditrices et des auditeurs en ligne, qu'il est tout à fait possible de poser vos questions par le truchement du chat ou en fait, il y a deux possibilités de poser des questions, chat ou questions et réponses. N'hésitez pas à le faire, je m'efforcerai de les relayer dans la mesure où elles ne sont pas évidemment trop nombreuses, mais je m'efforcerai de le faire. Et pour ce qui concerne évidemment la salle, je vous cède tout de suite la parole
à propos de ces deux interventions que je trouve donc l'une concernant vraiment en fait c'est quand même assez intéressant en termes de centre et de périphérie. On est quand même en fait sur la centralité totale qui constitue la matière même du diplôme de l'école, la paléographie, et une périphérie. Il y en a d'autres. Donc on a évoqué évidemment la question du son, la question aussi de l'image animée, qui est une autre périphérie justement de l'école, mais pour ce qui concerne ici l'anthropologie, donc voilà, donc c'est intéressant de voir comment est-ce que les choses justement circulent et s'articulent. Alors, je vais ouvrir de mon côté, donc voilà, une question en ligne. Alors, je ne citerai pas toujours, évidemment, le nom des personnes parce qu'il peut s'agir de pseudonymes. Existe-t-il un spécialiste de l'école des Chartes pour la préservation des musiques juives ou cela a-t-il existé dans le passé je ne suis pas certain. Alors, je sais qu'aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Est-ce que dans le passé, en revanche, on a eu, mais peut-être que ce sera à Catherine Massip, demain, en fait, de le préciser, des gens qui étaient spécialisés dans effectivement, ces traditions musicales bien particulières. Je l'ignore, à vrai dire. Je ne sais pas si vous avez la réponse ou si dans la salle, elle existe. Je ne crois pas avoir la réponse. En tout cas, je m'abstiendrai d'avancer dans un domaine que je connais beaucoup moins bien que Catherine Massip. Et le seul spécialiste de musique juive auquel je songe et dont le nom me fuit, a été un temps dans l'équipe de Claudie Marcel Dubois au Musée des Arts et Traditions Populaires, mais il n'était pas chartiste. Alors depuis, il y en a peut-être d'autres qui se sont levés, mais Hervé Roten, qui est aujourd'hui un peu reconnu comme le grand spécialiste, n'est pas, à ma connaissance, non plus diplômé de cette école. C'est vrai qu'il y a des questions de langue que pour le coup, l'on n'enseigne pas à l'école, là, en fait. Qu'il s'agisse du yiddish ou de l'hébreu, bien entendu, ou du ladino, ce sont des langues que l'on n'enseigne pas à l'école. Mais on peut tout à fait apprendre d'autres langues tout en suivant une scolarité à l'école. Avis aux élèves qui suivent aujourd'hui cette scolarité ou qui s'apprêtent à la suivre. On peut apprendre le sanskrit, par exemple. Y a-t-il d'autres questions, des remarques, des demandes? Moi, j'aurais une ou deux questions, mais je ne voudrais pas du tout monopoliser la parole. Je vais me permettre juste de résumer, mais vraiment en 2 secondes, ton intervention, Isabelle, juste pour le public, donc en ligne, pour dire à quel point, en effet, l'enseignement en paléographie à l'école pouvait avoir et est encore utile, y compris lorsque l'on a affaire à des textes et des manuscrits contemporains, en raison de l'attention prêtée sous, je dirais, la férule d'Emmanuel Poul, la férule exigeante, pourrait-on dire, au ductus et donc au mouvement, en effet, de la formation des lettres. Voilà, juste en 2 mots pour que le public en ligne puisse aussi suivre cet échange. Marc, ton micro est coupé. Voilà. Oui, non, effectivement, je suis content. Ça confirme ce que je disais sur ce que les élèves, en sortant de l'école, se rendent compte qu'ils sont capables de lire, alors que le cours peut être parfois désespérant, parce qu'on les bombarde avec ce qu'il y a de plus illisible. Je confirme. Mais que, voilà, à la sortie, on en voit les effets bénéfiques. J'ajouterais que les écritures contemporaines, pour les chartistes de l'an 2100, paraîtront certainement beaucoup plus difficiles que la cursive mérovingienne, parce qu'il n'y a pas la même discipline. Oui, tout à fait. Oui. Heureusement que finalement, on écrit sur des écrans. Voilà. Encore faut-il que cette écriture puisse être conservée, bien entendu. Il y avait, je crois, une question. Vous aviez une question? Non? D'accord. Alors Nathan, et puis ensuite je vous prends, bien entendu. Oui. Oui, donc notre collègue d'archéologie de l'école des Chartes, Nathan Schlanger, évoque finalement la possibilité d'une démarche qui se rapproche de celle enseignée à l'école des Chartes, quand bien même évidemment on n'a pas suivi l'école des Chartes, en prenant l'exemple d'André Leroy-Gourand, dont le rapport à l'archive, le rapport à l'objet, se rapproche grandement à la fois de la pratique archéologique, bien sûr il en était, bien qu'il ne fût pas archéologue de formation, mais plutôt bibliothécaire, et de la pratique ethnologique dont Leroy-Gourand était lui-même proche, au même titre qu'un Paul Rivet. La question porte donc sur finalement la spécificité ou pas du rapport au document et la manière dont le rapport à l'archive finalement peut fonder en quelque sorte une méthodologie qui ne serait peut-être pas strictement chartiste, mais qui induirait en tout cas un rapport à l'objet tout à fait particulier. Je ne sais pas si je vais répondre d'une façon satisfaisante à votre question.
il me semble que de toute façon, effectivement, l'ethnologie ou l'anthropologie culturelle naît de l'archéologie, pas qu'en France, et qu'on est dans une science des origines qu'on ne peut pas atteindre par une documentation classique, ordinaire, inexistante. Et effectivement, ce va-et-vient entre archéologie et ethnographie, il est constant dans la première moitié du XXe siècle. On passe de l'un à l'autre. Et d'ailleurs, longtemps, la section compétente du CNRS mêlait, sans que ça ait choqué les scientifiques, les chercheurs concernés, l'archéologie, la préhistoire et l'ethnologie. La révolution, enfin en tout cas l'évolution qui me semble s'être produite dans les années 60, en particulier au Musée des Arts et Traditions Populaires, avec le départ de Rivière et l'arrivée de Jean Cusenier, c'est qu'on est passé donc d'une ethnologie archéologisante à une ethnologie sociologisante, où il ne s'agissait plus de chercher les traces d'une culture populaire qu'on n'arrivait pas à trouver dans les écrits pour appréhender la société d'aujourd'hui, disons non savante, dans ses rapports, dans sa créativité même. Hein. Et c'est d'ailleurs une mutation que Jean Cusenier a menée. Tu parlais d'Emmanuel Poul, toujours pressé. Jean Cusenier était aussi un homme pressé. C'était un marin qui aimait bien que son voilier avance vite. Et il a donc... le vent a soufflé fort au Musée des Arts et Traditions Populaires, avec des départs. Hein, Jean-Michel Guilcher, que j'évoquais tout à l'heure, et qui était effectivement un archéologue de la danse traditionnelle. Qui se désespérait de voir les informateurs disparaître, et qui écrivait à Rivière, dans les dernières années de la direction de Rivière, que désormais il ne ferait plus de l'ethnologie de la danse traditionnelle, mais de l'histoire de la danse traditionnelle. Et d'ailleurs, c'était un homme qui recourait énormément aux sources écrites, et dont le directeur de recherche pour sa thèse, après une tentative qui n'avait pas très bien marché avec Jacques Chaillet, avait été André Leroy-Gourhan. Donc la boucle est bouclée, me semble-t-il. Alors, il y avait une question de Marie-Françoise Limon-Bonnet, et puis ensuite, je passerai la parole à Marie Bercé, et peut-être qu'on s'interrompra pour donc une dizaine de minutes. Là aussi, pour le public en ligne, hein, vous m'excuserez, parce qu'en fait, j'ai des questions. On dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'entend pas? Voilà, on a dit que c'est parce que il n'y a pas de micro, donc c'est pour ça que je répète, etc. Donc, peut-être résumer la alors question. Vas-y, Marc. Oui. Très bien. La question portait sur le traitement des écritures les plus récentes, du 19e siècle, dans le dépouillement des archives notariales, et sur la possibilité de leur appliquer des méthodes de lecture plus ou moins automatisées, qui sont en cours de développement à l'heure actuelle, avec des succès parfois très étonnants, sur des périodes plus anciennes, mais qui ont du mal à faire face à la variété apparemment un peu anarchique des écritures du 19e siècle. Et donc la question portait sur, si je l'interprète dans mes termes, sur la possibilité de se référer à une typologie des écritures du 19e siècle. Et c'est là précisément, ça rejoint en fait ce que je disais sur le travail que je mène actuellement sur les modèles d'enseignement pour la période jusqu'au début du 19e, mais on pourrait continuer, pour essayer précisément de mettre de l'ordre dans ce foisonnement qui jusqu'ici n'a pas été décrit. Alors on peut facilement décrire les modèles d'après les exemples fournis par les manuels du 18e et du 19e siècle, mais le travail qui n'a pas été fait jusqu'ici, c'est d'essayer de lier à ces modèles des écritures telles qu'on les observe dans la pratique, dans les archives, pour dire en effet, tel clair donne son interprétation d'une écriture qui est une coulée ou une bâtarde, ou selon les termes de l'époque, ou une anglaise. Enfin, et au 19e, effectivement, dans l'enseignement, il y a beaucoup de types d'écritures qui sont hérités du siècle précédent, plus l'anglaise et des variétés de l'anglaise. Et donc on pourrait chercher à voir si en nourrissant la machine de quelques notions typologiques, on pourrait
débrouiller un peu tous ces jambages qui sinon résistent à l'analyse. Une dernière question, peut-être, Monsieur Bercé. Oui, je voulais suggérer à François que dans l'épistémologie des sciences humaines, il y a bien entendu une étape de cristallisation, de théorisation à laquelle parviennent les disciplines, mais en amont, une étape qui est simplement d'intuition, de circonstance, de sensibilisation. Et au XIXe siècle, c'est le cas de Ersard de la Villemerquet qui vit dans des cercles d'amitié chartistes. Il a tenté le concours en vain, je crois. Mais Gérard de Nerval est ami de l'historien, si vous voulez, des poésies du Valois, et était ami de Douai d'Arc, et prenait en quelque sorte ses leçons. Alors, au début du XXe siècle, il faut ajouter encore un parent, si on peut dire, de la familiarité chartiste, c'est Alfred Métraux, qui a effectivement suivi des cours de l'école. C'est, vous savez, l'historien l'ethnologue du vaudou, le premier théoricien, il fréquente l'école vers 1920-25, je crois, il est auditeur libre. Donc il y a, si vous voulez, effectivement, l'école des Chartes se trouve dans une aura qui permet la professionnalisation, la précision ensuite de ces sciences humaines qu'on dira nouvelles. Peut-être un mot encore pour témoigner à propos de Henri Polsch, que j'ai connu, qu'il avait fait acheter par les archives du Gers une barque qui lui permettait de suivre les ruisseaux, les courants du paysage gascon ou landais, ou relever les sites de moulins ou d'écluses disparus. Voilà, on a trouvé une solution pour le micro, une solution un peu acrobatique, mais on a trouvé. Donc peut-être une réponse à ce commentaire, à cette analyse d'Yves-Marie Bercé. Plutôt un remerciement parce que j'ignorais la proximité d'Alfred Métraux avec l'école. Et quant à l'anecdote concernant Henri Polsch, elle ne faisait pas partie de ce que consigne Jean-François Lenaille dans sa belle notice. Donc ça s'ajoute au tableau et ça n'est pas évidemment une notation dépourvue d'intérêt et de charme, je dirais. Merci.